Bon, je vous propose de commencer. Il est 8h02. Les dernières personnes arriveront au fur et à mesure. Donc moi, je suis Thierry Carniel. Je gère une entreprise qui s'appelle Execo. Nous accompagnons Alizadeh dans leur stratégie de communication et de dialogue avec leurs parties prenantes. Bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par Alizadeh, cette fois-ci consacré à une situation que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'acteurs du logement notamment rencontrent sur le terrain. Le sujet du jour, c'est donc comment remplacer un équipement dans un logement occupé lorsqu'il est impacté par de l'amiante ou par du plomb. Alors ce sujet, il peut sembler très technique, d'ailleurs il l'est, et il est aussi au cœur d'un enjeu majeur pour le bâtiment et pour le logement. On estime chaque année près de 700 000 tonnes de déchets amiantés issus de la construction enfouis. On enfouit chaque année 700 000 tonnes de déchets amiantés issus de la construction. Donc ce chiffre rappelle à lui seul l'ampleur du sujet, mais aussi la nécessité de mieux organiser les interventions, de sécuriser les pratiques, de trouver des réponses concrètes lorsque ces situations se présentent, notamment dans les logements. Vous le savez, vous qui êtes connectés, mais on aura l'occasion d'en reparler rapidement ce matin. Dans un logement occupé, la difficulté est plus forte encore qu'ailleurs. Mais sécurité des occupants, protection des intervenants, continuité de service, etc., etc. D'où l'objet de ce temps d'échange. Ce temps d'échange, il est simple, c'est vous donner des repères clairs, pratiques, directement mobilisables, mieux comprendre les étapes aussi de traitement des équipements, notamment amiantés, et quelques points de vigilance. Le webinaire se déroulera en deux temps. D'abord, je vais laisser la parole tout de suite à Olivier et Michael d'Alizadeh pour une présentation, poser le cadre, expliquer les enjeux et peut-être aussi quelques méthodes d'intervention. Et je compte sur vous toutes et tous pour le temps suivant, qui est le temps de questions-réponses, où l'idée, c'est vraiment de pouvoir interagir avec vous à travers des cas concrets, des difficultés que vous pouvez rencontrer sur le terrain, quelques interrogations de la présentation de Michael et Olivier. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de couper vos micros pour garantir le confort d'écoute pendant la présentation de Michael Olivier. Mais pendant ce temps-là, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion, donc le petit onglet conversation en haut à gauche. Avec cet onglet conversation, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on essaiera d'y répondre à la suite de la présentation au fur et à mesure. On va vraiment essayer de traiter un maximum de vos questions ce matin. Voilà, merci encore pour votre présence ce matin. Je laisse tout de suite la parole à Olivier Rio et Michael Duvivier qui vont se présenter et qui vont entrer tout de suite dans le vif du sujet. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, donc je m'appelle Olivier Rio, je suis le fondateur de l'entreprise Alizadeh. Michael Duvivier, directeur général Alizadeh. Donc effectivement, aujourd'hui, on a souhaité évoquer le sujet des interventions. Alors, on a indiqué logement occupé, ça peut s'étendre à tout ce qui est fonction de bureau et d'ouvrage fonctionnels qui sont qui comprennent également des occupants. Tu as parlé de continuité de service, Thierry. La première dimension, on va l'illustrer par deux exemples. Le maître d'ouvrage, donc le donneur d'ordre, il doit réaliser en préambule une évaluation des risques initiale pour choisir et dimensionner, retenir les critères de ces différents prestataires. Alors, soit il est compétent lui-même et autonome, soit il s'entoure et il s'assiste, il se fait assister d'intervenants compétents, tels que les maîtres d'œuvre, par exemple, sur les problématiques amiante et plomb. Et on peut démarrer l'exemple avec un premier sujet sur la dépose de menuiserie qui sont à réaliser et qui font l'objet de beaucoup d'opérations sur des logements qu'on réhabilite pour le confort thermique, ou la problématique de réaliser une opération de retrait de matériaux dans un logement amène beaucoup de problématiques, à la fois par rapport aux occupants, aux intervenants, aux obligations réglementaires selon le cadre qui sont à réaliser et aux autocontrôles qui y sont associés. On a un second exemple. Michael. On peut avoir aussi les cas d'un équipement qui va être soit dans dans un logement occupé ou dans un lieu qui nécessite qu'on ait une intervention très courte, où on va retirer un équipement amianté ou plombé et qui peut avoir des contraintes et réglementaires et de temps pour assurer une continuité de service
qui peut poser un problème. Notamment, on prend le cas d'une chaudière dans un EHPAD où on fait de l'eau, on produit de l'eau chaude et du chauffage. Bon, on arrête chauffage, c'est pas trop un problème. Mais par contre, s'il n'y a plus d'eau chaude pendant 3 semaines, ça peut poser un problème. Donc, comment on gère aussi ces situations-là quand c'est un logement occupé où on doit avoir une continuité de service avec des résidents ou des occupants à proximité? Et en fait, le sujet aujourd'hui, depuis la réglementation ambiante, elle fêtera ses 30 ans l'année prochaine particulièrement avec en 2027. Jusqu'alors, on a majoritairement traité les sujets in situ, que ce soit si on reprend l'exemple des menuiseries d'un logement, de toute une barre d'immeubles qui sont traités avec la volonté de trier à la source, hein, c'est ce qui a été présenté dans les grandes lignes de la réglementation, et sans forcément prendre la distance qu'on a. Sur l'impact pour l'amiante et le plomb en logement occupé. Où est-ce que je me mets oreillettes? Donc, le sujet, il est qu'on on a la faculté de traiter pas forcément systématiquement in situ. Alors, si on prend l'exemple des menuiseries, par exemple, Thierry le disait en introduction, la tentation de mettre tout en décharge systématiquement un équipement qui est valorisable à plus de 95% en masse, c'est-à-dire un châssis métallique avec du verre, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium, tout ça sont des matériaux valorisables, et donc le fait d'en déporter le traitement amène deux dimensions. C'est réduire le temps d'intervention sur place, et surtout avoir un meilleur traitement du déchet. Réduire le temps d'intervention, ça permet aussi de manière plus pratique, tout simplement, de respecter les protections et la réglementation qui est associée. Réaliser un chantier de sous-section 3 en respectant toutes les exigences réglementaires et normatives dans un logement qui est occupé, c'est très, très, très compliqué, pour ne pas dire impossible. Rien que le volet métrologie en autocontrôle, si on veut avoir un état initial et une fin de travaux dans chaque volume qui sont occupés et l'isolement qui va avec, ça semble excessivement difficile sans avoir d'interaction complexe avec le locataire. Comment pour un équipement tel qu'une chaudière, comme disait Michael, le vrai enjeu, il n'est pas forcément de tout faire sur place, pour assurer également une continuité de service beaucoup plus efficace. Donc, c'est le sujet qu'on propose d'échanger aujourd'hui, c'est bien sûr, est-ce qu'il faut continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment tout faire in situ, et donc parfois monter des installations de décontamination très complexes in situ, alors que le fait de déporter permet de réduire le temps d'intervention et d'améliorer le traitement des déchets. Peut-être pour illustrer ça, on peut partir des logigrammes DGT. Je pense que tous les intervenants qu'on a pu voir qui sont inscrits aujourd'hui, les logigrammes DGT ont été publiés en 2015, donc qui portaient sur deux volets importants, hein. Il y a les équipements du bâti et les équipements, enfin les éléments du bâti, pardon, et les équipements industriels. Alors, je pense que tout le monde en a fait l'usage aujourd'hui et ils sont couramment répandus, à la fois chez les donneurs d'ordre, dans les équipes de maîtrise d'œuvre et dans les entreprises. Assez régulièrement, on se limite au recto document avec tous les logigrammes. Mais en fait, ce qui est peut-être plutôt intéressant, et je vais passer la parole à Michael, ce sont les annotations qu'il y a au verso de ces logigrammes. Hop, merci Olivier. Hop, on va essayer de partager un document. Hop, il est où? Alors, je vais voir si c'est pas celui-là. Hop, arrêtez le partage. Hop.
Partager les fenêtres. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Bon, ceux qui ont fait partie du premier webinaire, on a déjà vu ce document-là. Là, on va essayer de le voir un petit peu différemment. On ne vous ferait pas l'offense de reprendre le diagramme de la DGT. Il s'applique aux bâtiments ou aux équipements. Il y a une petite, donc l'important, c'est surtout le verso, hein, tous les petits commentaires et les renvois qu'il y a sur le logigramme. Et il y a la partie qui est mise ici en jaune au niveau, hop, j'essaie de l'agrandir encore un petit peu. Ils seront disponibles, on vous les enverra pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est-à-dire qu'on peut, dans le cadre d'une opération de retrait d'amiante, mais on peut le transposer aussi sur du plomb ou d'autres matériaux CMR, c'est-à-dire qu'on peut le décomposer en deux opérations, c'est-à-dire une opération de sous-section 4 in situ, et ensuite le transférer dans une installation fixe de traitement de déchets dangereux qui pourra réaliser, si c'est dans le cadre de l'amiante, une opération de sous-section 3, dans le cadre d'un autre CMR, un retrait dans un environnement sécurisé. Alors ça a plusieurs intérêts dans le cadre du logement occupé. C'est premièrement la rapidité d'intervention. On le verra après avec un petit schéma pour illustrer. Deuxièmement, la sécurité des personnes qui évoluent autour de la zone de travaux, la sécurité des entreprises qui interviennent. Après, il y a un aspect environnemental, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir une approche qui est un petit peu différente, qui, plutôt que de mettre de l'enfouissement directement, cette opération nécessite qu'on ait une partie traitement après l'opération de sous-section 4. C'est-à-dire qu'on va être dans l'obligation de traiter du point de vue réglementaire, et l'obligation de traiter peut nous amener aussi à une conclusion, c'est-à-dire que plutôt que d'aller mettre dans un trou, eh ben, on va valoriser tout ce qui peut l'être. Ce que disait Olivier, un châssis aluminium, châssis PVC, on est au-dessus de 90% de valo. Châssis bois, c'est beaucoup plus compliqué, on est plutôt aux alentours de 50%, mais ça reste toujours peut-être mieux que de mettre 100% en décharge. Alors, l'intérêt différenciant sur cette proposition que l'on fait, c'est de l'intégrer dès le départ dans les réponses aux appels d'offres, hein, puisque on propose de la sécurité, de la rapidité. On propose aussi un impact environnemental positif. Voilà. Et ça, aujourd'hui, quand on travaille, nous, avec des clients qui répondent à des appels d'offres, bien souvent, on arrive à faire la différence. Et la différence, le prix reste important, mais l'aspect environnemental prend de plus en plus de place. Les études qu'on a menées, nous, sur l'aspect budgétaire, parce qu'on est toujours soumis à ça, notamment dans le cadre des appels d'offres, entre une intervention directement sous section 3 sur site ou sur un autre CMR, hein, et un traitement in situ allégé, on va dire, bien qu'il y ait toujours ces contraintes réglementaires et de sécurité, et un traitement déporté, on a une plus-value, enfin non, un surcoût qui est estimé à 10% sur les opérations de traitement. Par contre, les gains induits là-dessus, c'est la rapidité, la maîtrise du délai, puisque ces opérations peuvent être réalisées par les entreprises. On va prendre le cadre des menuiseries, hein, on a de nombreux exemples là-dessus. Les menuisiers peuvent intervenir s'ils ont du personnel formé en sous-section 4, c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir leur timing entre la dépose et remise en œuvre de leur menuiserie, c'est-à-dire retirer les menuiseries sous section 4 emballées, conditionnées, au fil de l'eau, de la repose de leur menuiserie. C'est-à-dire qu'une meilleure gestion du planning, meilleure gestion des contraintes, et surtout éviter les interfaces de multiples intervenants sur ces opérations-là. Donc voilà. Donc un aspect
sécurité, rapidité, environnementale, et à intégrer, moi, ce que j'incite les gens, c'est surtout à l'intégrer dans les réponses en appel d'offres en amont. Voilà pour cette partie-là. En fait, j'avais démarré mon propos en évoquant l'évaluation des risques initiales du donneur d'ordre. En fait, si on se repositionne sur le remplacement de menuiserie dans un logement ou le démontage d'une chaufferie d'un équipement collectif, ça remet aussi l'évaluation des risques, enfin, ça la pondère à nouveau. Très sincèrement, à mon sens, le vrai risque d'une dépose de menuiserie dans un logement, c'est quand même pas le joint vitrier qui va la dimensionner. Par contre, il y a de la logistique, de la manutention, d'approvisionnement et d'évacuation. Il y a le fait de manipuler en hauteur des charges, le fait de prendre le risque de laisser le bâtiment ouvert si jamais il y a une mauvaise synchro entre la dépose et la repose. Et donc, il me semble que ça remet l'évaluation des risques entre les mains d'un professionnel, ce qui, vis-à-vis du donneur d'ordre, est quand même sacrément plus rassurant. Dans le même esprit, déposer une chaudière ou un équipement industriel, c'est bien sa déconnexion qui est un vrai enjeu de sécurité, et pas forcément le traitement de joints de bride ou d'isolant, qui peut être tout à fait fait dans un autre endroit plus adapté. Donc, ça permet aussi, je pense, d'avoir une évaluation des risques qui est remise à sa juste place. Ce n'est pas la présence d'un joint vitrier sur des menuiseries qui va mettre en péril un logement. On est bien d'accord qu'on est sur du réglementaire et qu'il faut bien proportionner et pondérer l'évaluation des risques par rapport aux enjeux de l'opération. Merci Mickaël, merci Olivier. Première question. Alors, il y a une question, je vais vous la lire parce qu'elle vient juste d'être posée. Donc voilà la question. Alors, la première question, c'est étonnant d'expliquer les tâches en logement occupé en s'appuyant sur le logigramme de la DGT portant sur les installations, équipements industriels, matériaux de transport ou autre article. Ne faudrait-il pas mieux utiliser l'autre logigramme? Voilà, ça c'est pour toi, Mickaël, peut-être? Alors, logigramme, effectivement, il y en a deux. Il y a sur les immeubles et sur les équipements. Et après, on utilise le logigramme qui est adapté à la nature des travaux, bien évidemment. Là, moi, j'en ai présenté un, mais effectivement, il y a bien deux diagrammes différents. Hein, et effectivement, on va se reporter. Alors, sur les commentaires derrière, ils sont du même ordre. Les commentaires sur les deux logigrammes. Ils ont juste pas le même numéro. Hein, et effectivement, on peut avoir la même approche. Par contre, ça va toujours dépendre de la nature des travaux, bien sûr, bien évidemment. Pour préciser, la formule du logigramme sur les immeubles bâtis comporte une formule que je trouve très intéressante, c'est dans un objectif de protection des travailleurs et de l'environnement, lorsque c'est techniquement possible, donc il faut bien prendre tous les éléments de la phrase, hein, donc des équipements qui sont déconnectables et démontables, transportables, et l'objectif, il est bien dans la protection des travailleurs et de l'environnement. Mais effectivement, les deux logigrammes se renvoient l'un à l'autre et c'est quand même le même code du travail et le même code de l'environnement et le même code de santé publique, puisque ces logigrammes-là, ils sont à la rencontre de ces trois réglementations. Donc, pas d'opposition particulière à ce point-là. Là, dans les questions. Ouais, vas-y, je te le laisse, Olivier. Donc, est-ce que la DRETS accepte qu'une entreprise de data montage décompose son intervention en une partie SS4 et une partie SS3? Alors, il n'y a pas à accepter ou pas. Historiquement, il y a toujours eu dans le Code du travail des travaux préparatoires au retrait qui relevaient de la SS4, puis une opération de traitement. L'exemple des questions-réponses de la DGT il y a une dizaine d'années, sur la gestion des matériaux contaminés, des faux plafonds contaminés notamment, avaient fait l'objet de nombreux sujets. Donc, il y a toujours eu des travaux préparatoires au retrait qui relevaient par exemple du retrait des encombrants, du retrait des mobiliers qui n'étaient pas impactés par les matériaux amiantes. Donc, les travaux préparatoires au retrait qui relevaient de la SS4, c'est un sujet qui est dans la réglementation. L'éclairage, il se fonde sur les logigrammes de la DGT qui, je le rappelle, datent de 2015 quand même. Donc, et reflétait les directives à l'époque de la DGT qui faisaient eux-mêmes suite à la mise en œuvre
de la réglementation de mai 2012 sur la mise en œuvre des processus et les évolutions réglementaires qui y étaient associées. Merci Olivier. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions, remarques? Ça peut se faire, vous pouvez ouvrir vos micros si jamais vous avez une question à poser ou utiliser le chat. Alors là, par contre, Olivier, ça va dépasser de mes compétences, mais c'est marqué dans le chat. En l'occurrence, pour la dépose des MEXT, ce n'est pas un travail préparatoire. Justement, si, en prenant le logigramme, c'est bien l'opération peut être scindée en deux sur le plan contractuel, une opération intermédiaire de déconstruction in situ pour une opération de traitement final dans une installation fixe de traitement de l'amiante. C'est dans le. Là, on est effectivement sur le verso du logigramme DGT, mais qui parle bien de travaux préparatoires. Donc, c'est la définition pile poil du sujet, indiquant que le traitement de l'amiante n'est pas à avoir au sens physique, mais au sens juridique du terme, dans l'action d'éliminer. C'est justement la signification et le détail qui sont apportés en commentaire. Merci. Est-ce que nous avons une autre question? Peut-être en attendant, Michael Olivier, nous partager une opération exemplaire, peut-être pour être encore plus concret. Je ne sais pas si vous avez une opération un peu symbolique à présenter. Bon, moi, je vais en présenter, je vais présenter une peut-être plutôt du point de vue générique. Alors, attends, je vais voir, partager. Hop là. Bon, voilà, là, on est dans le cadre d'un équipement amianté. C'était pour illustrer la partie timing, en fait, le gain de temps. Là, bon, ça peut être, là, l'exemple, c'est une chaudière, mais ça peut être n'importe quel type d'équipement. Donc, on a le processus habituel qui est sur la première ligne. On est dans une opération de sous-section 3, donc il y a un diagnostic, un plan de retrait. On fait un retrait d'amiante sur site, alors plus ou moins long suivant la nature des travaux. Et après, potentiellement, on peut réinstaller un nouvel équipement. Ce qui fait qu'on a à peu près 42 jours pour traiter ce processus-là. En utilisant le diagramme de la DGT et l'opération scindée en deux étapes, c'est-à-dire que le diagnostic, lui, c'est toujours le cas. Après, vous faites appel à une entreprise spécialisée où votre sous-traitant de travaux est en mesure d'effectuer l'opération sous section 4. Il retire l'équipement, il conditionne. Après, c'est transféré dans un centre de traitement où là, l'opération de retrait et de plan de retrait va se faire dans le centre de traitement. Et ce qui va permettre, donc il manque une petite partie là, on a une partie métrologie après l'intervention quand même, partie métrologie, et après on a un équipement qui peut être réinstallé. Voilà. Et là, ce processus-là, on passe de 42 jours à peu près 11 jours. Si on rajoute 2 jours de métrologie, ça fait 13 jours. Donc voilà un petit peu ce qui est possible de faire. Sur ce processus-là, on l'a réalisé pour un gros chauffagiste il y a un petit mois, où dans un collectif, ils avaient une chaudière à remplacer dans le cadre de leurs obligations de productivité de chauffage. Donc, remplacement d'une chaudière. Et il s'avérait aussi que le diagnostic n'était pas exhaustif. Il y a tous les calots du local chaufferie qui étaient impactés aussi par de l'amiante. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une opération de sous-section 4 sur le site. Donc, retrait de la chaudière sous section 4, retrait de tous les calots amiantés sous section 4, transfert en centre de traitement de déchets dangereux, plan de retrait, et après traitement en déporté des opérations de désamiantage, valorisation matière. Le chantier s'est déroulé, donc le retrait complet sur site s'est déroulé en moins de 5 jours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les résultats de métrologie, le chauffagiste peut réinstaller la totalité de ses équipements, nouveaux équipements de chaudière dans le collectif.
c'est-à-dire un gain de temps phénoménal et une qualité de service vis-à-vis des clients qui aujourd'hui est fortement appréciée. Donc après, ça peut se transposer à tout type d'équipement amianté qu'on peut rencontrer. Mais on peut aussi transposer ça à d'autres, à du plomb, par exemple, quand on a euh, des réhabilitations de bâtiments historiques. On prend l'exemple du Vieux-Lille, mais pas exemple du Vieux-Lille, mais où on a presque 90% de la commune qui est classée. Retirer de la peinture plombée sur des menuiseries, si on fait ça sur place sans apprécier le risque plomb, ça peut être une catastrophe. J'ai eu un cas la semaine dernière où on m'a appelé en urgence parce qu'on savait qu'il y avait du plomb, mais on n'a pas appréhendé le risque. Pollution globale dans tout le chantier, arrêt de chantier. L'inspection du travail en Hauts-de-France est très, très, très sensible au sujet plomb. Voilà, donc c'est tout à fait transposable sur des sujets plomb où on va déporter un risque pour que ce soit traité dans les meilleures conditions, éventuellement valorisé ou remettre en place. Mais on fait un traitement déporté. Voilà un peu le petit exemple qu'on pouvait fournir. Alors, Mickaël, une question, enfin Mickaël ou Olivier, l'obligation évoquée est bien basée sur la valorisation des déchets. Oui, alors effectivement, l'exemple des ascensoristes. Alors, déjà, un premier rappel, celui qui est responsable du traitement qui est des déchets, c'est le producteur. Et le producteur, c'est bien le maître d'ouvrage. L'entreprise, elle est prestataire de services. Il y a, le cas échéant, un maître d'œuvre ou un diagnostiqueur pour éclairer le producteur, mais le responsable du traitement de déchets, c'est son producteur. Son producteur, aujourd'hui, il a deux options pour déterminer, et c'est ce qui est mis dans les logigrammes, la destination de son équipement. Il y en a deux aujourd'hui, c'est l'enfouissement, en ISD-ND ou en ISDD selon la nature des matériaux. Donc l'enfouissement, ça consiste à faire un trou étanche, mettre le machin dedans, remettre de la terre, remettre une membrane et le laisser là. Nos enfants nous en remercieront le moment venu. Il y a une deuxième filière de traitement qui est l'inertage. Aujourd'hui, il y a un acteur. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a quand même un truc qui s'appelle la loi AGEC, qui précise, alors pour certaines filières, pas toutes, que le taux de valorisable avant envoi en filière doit être identifié et que donc, alors ça s'applique qu'en ISDND, même si la réglementation existe, elle n'est pas toujours appliquée avec un soin particulier, qui dit qu'on ne doit pas envoyer en filière des éléments valorisables à plus de 30%. Mais aujourd'hui, donc je reviens à ce producteur de déchets, sa responsabilité, elle est de soit décontaminer, de traiter sur place, autant que faire se peut quand il a la place. C'est vrai que quand vous traitez des portes palières dans un ascenseur, que ce soit dans un immeuble de bureau ou d'un immeuble de logement, il n'y a pas la place de créer une salle blanche ou une zone pour poncer, démonter, peu importe. Donc le fait de le traiter hors site, ça permet de faire ce pré-traitement avant l'envoi des déchets en filière ultime. Ça, c'est le premier point. Et le second point qu'on commence à nous à appréhender depuis quelques temps, c'est le rétrofit, c'est la remise en circulation. On parle beaucoup d'économie circulaire. Finalement, certains équipements, une fois qu'on a retiré les polluants qui posaient question, on parle d'amiante, de plomb, de fibre céramique, mais quand on a enlevé le joint qui gêne, quand on a enlevé la peinture qui pose problème, dans certains cas, l'économie circulaire, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi de dire finalement, un groupe électrogène secours qu'on enlèverait d'un magasin qui servait à sécuriser les congélateurs industriels, un groupe secours, c'est un machin qui va tourner quelques heures par mois, donc il n'a pas forcément besoin d'une performance à tout crin. Finalement, quand on l'a débarrassé, donc je disais de sa peinture au plomb ou du calorifuge d'échappement, il y a quand même un vrai sujet sur sa remise en état et il va peut-être pouvoir se servir de secours à quelqu'un d'autre qui a besoin de secourir une activité. Et donc, ça ouvre aussi le champ des possibles sur la remise en état d'équipement sur des sujets particulièrement techniques ou sur des produits industriels.
Olivier, on a encore une question. Qu'en est-il du CAP, donc C'est le CAP. CAP, certificat d'acceptation préalable, on parle bien de ça, voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait. En cas de décomposition de la dépose en une partie SS4 et une partie SS3, en sachant qu'un chantier ne peut pas démarrer sans l'obtention du CAP qui figure sur le CAP pour l'intervention SS4. Qui figure? Alors ça, c'est une excellente remarque qui permet de faire le tri et d'identifier les installations fixes de traitement de l'amiante, si on en reste sur le sujet amiante. Il y en a beaucoup en France, des installations fixes de traitement de l'amiante qui sont conformes au Code du travail. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas que le Code du travail, il y a aussi le Code de l'environnement. Et cette question-là, elle porte là-dessus. Ce qui veut dire que pour sélectionner une installation fixe de traitement de l'amiante, il faut s'assurer qu'elle dispose bien d'un arrêté préfectoral type du Code de l'environnement et les codes d'activité associés. Classiquement, sont au nombre de 2. Il y a le 2718 pour le tri transit regroupement et le code 2790 pour le traitement de déchets dangereux. Seules les installations qui bénéficient d'un arrêté préfectoral avec une rubrique ICPE 2790 sont autorisées et en mesure de réaliser des CAP. Dans le cas de la plateforme Nocima, donc la plateforme que nous avons créée, bénéficiant de cet arrêté préfectoral-là, on est en mesure de faire un CAP à un client qui nous dirait, tiens, on va prendre l'exemple d'un ascensoriste qui dirait, j'ai 2 portes palières à déposer en sous-section 4, on lui émet un CAP avant qu'il démarre, ce qui fait que quand il fait son mode opératoire, alors qu'il soit spécifique chantier ou générique, il indique qu'il a son certificat d'acceptation préalable pour notre plateforme. Pour votre gouverne, en France, ont été identifiés par le GNA, le Groupement National Amiante, 8 plateformes installations fixes qui sont conformes au Code du travail et qui respectent les prescriptions ICPE. Je vous laisse faire la différence avec toutes les autres qui, du coup, ne le sont pas. Mais voilà, c'est un point très, 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 très important, à nouveau, sur la responsabilité du producteur du déchet qui est le maître d'ouvrage. Merci Olivier, et je pense que nous avons un commentaire qui confirme ce que tu disais sur l'économie circulaire, notamment sur les mâchoires de frein. Une fois regarnissant amiante, la réutilisation de ces mâchoires de frein sont reparties pour plusieurs années sur ascenseur. Donc l'économie circulaire, ça fonctionne. Tout à fait. Il est 8h34. Hein. L'objectif de ces webinaires, c'est d'être aussi précis sur les délais. On a dépassé de quelques minutes. Michael, Olivier, peut-être un petit mot de la fin, une petite préconisation. Allez, ne vous battez pas sur le mot de la fin. Je vais laisser ça à Olivier. Hein, il a plus d'éloquence que moi. Bah, pour un prochain échange, peut-être fin d'année, on a parlé d'économie circulaire et de la plus-value qu'on peut apporter à nos donneurs d'ordre et à nos maîtres d'ouvrage. On a identifié un sujet qui a un impact sur les choix des clients, qui sont l'appréhension des déchets connexes de chantier. Pour aller plus en détail, on s'est rendu compte que le recours à certaines techniques, alors en particulier de sablage et de grenaillage, générait des quantités de déchets connexes telles qu'en fait, ça entretenait le choix de dire, bon, on laisse le polon avec son support, on met tout ça à la poubelle et on vire, on met du neuf. Or, il existe des techniques alternatives de traitement de surface qui ne génèrent pas forcément autant de déchets connexes, voire pour certaines, pas du tout ou quasiment pas. Et donc, il y a un sujet qui rouvre le champ des possibles sur la réutilisation d'équipements qui sont impactés par un traitement de surface, alors, amiante, plomb et chrome 6, hein, c'est en gros les CMR les plus rencontrés en traitement de surface, et qui permettent de réfléchir à un réemploi ou à une réutilisation d'équipements une fois qu'on a résolu ce sujet, qui présente plein d'intérêts à la fois en patrimonial, mais également en industriel. Donc, voilà. Donc, le sujet sur lequel on reviendra vers vous après la rentrée de septembre portera là-dessus, sur quelle plus-value on peut avoir dans des techniques, en envisageant des techniques et des méthodes alternatives pour ne pas forcément finir en disant on met le polon et son support à la décharge, c'est tellement plus facile, on achète du neuf.
Merci Olivier. Mais dans le temps additionnel, nous avons eu un dernier commentaire. Je te propose de prendre quelques secondes pour y répondre quand même. La partie SS3 n'est pas forcément une installation fixe de désamiantage. On peut également évacuer directement en enfouissant après dépose SS4. Voilà, je ne sais pas si tu as un commentaire rapide pour ne pas laisser le commentaire sans réponse. Là, comme ça, c'est juste pour clôturer le débat, parce qu'il risque d'être assez long. La responsabilité de détermination SS3 ou SS4, elle relève du maître d'ouvrage. C'est à lui de s'y pencher, et s'il y a des écarts, c'est lui qui assume. Après, quand le maître d'ouvrage est compétent et bénéficie de services, il est interne, il est en mesure d'apprécier. Quand il ne sait pas, il s'entoure de gens qui l'accompagnent, maître d'œuvre, diagnostiqueur, peu importe, tout ce qu'il y a comme AMO sur le marché. Mais c'est bien sa responsabilité à lui. Et donc, c'est à lui d'en mesurer les conséquences et la robustesse de la méthode qu'il va prendre en fonction de la sensibilité des occupants, que ce soit des locataires, que ce soit des salariés, que ce soit, peu importe, la population. Enfin, il est important d'avoir des choix qui soient réglementaires, techniques et robustes. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse forcément systématique à ces sujets-là, mais c'est un enjeu qui relève. Et quand ça va très fort en écart, c'est du pénal. C'est du pénal en nom propre. Donc voilà, ce sont des sujets qu'il faut appréhender avec le temps qu'il faut pour pas taper à côté. Mais effectivement, juste une petite précision. Effectivement, là, hormis effectivement la classification SS3, SS4, on peut très bien, toujours si on revient au logigramme, hein, parce que c'est bien ça qui nous donne un peu la voie à suivre. On peut très bien avoir une opération qui relève que de la sous-section 4, ça passe pas de souci, et effectivement que ça finisse en enfouissement. Alors après, aujourd'hui, on a, nous, dans notre panel de clients, on a de plus en plus de demandes de dire, moi, je veux zéro enfouissement. Donc, il y a des méthodes. Donc, même si c'est de la sous-section 4, on va faire un traitement pour retirer la partie polluante et après, on va l'envoyer aujourd'hui chez Inertam pour la partie amiante, de manière à ce que l'amiante soit vitrifiée et remis dans de l'enrobé routier, qui nous permet d'avoir un chantier amiante dit vert, hein, ce qu'on appelle chez nous un chantier vert. Des gens comme Natran, ex-GRT Gaz, ou des gens comme 3M, aujourd'hui, veulent zéro enfouissement, que ce soit de la SS3 ou de la SS4. Après, on attend aussi nos confrères de chez Valam qui avancent sur des sujets de traitement chimique, hein, où nous, on surveille ça avec une grande attention, puisque ça sera des alternatives aussi à l'enfouissement. Voilà. Merci messieurs, merci à toutes et tous. Avant de se quitter, malgré les quelques minutes de retard, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en partant, toujours dans une idée d'amélioration continue sur le délai, les horaires, sur le délai de ce webinaire, sur les horaires à 8 h du matin, sur le temps imparti, sur le sujet traité. Enfin, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça permettra de faire évoluer ces webinaires. Puisque vous êtes inscrits, nous avons vos adresses mail. Donc, du coup, par retour de mail, nous, on vous envoie les deux supports que Michael et Olivier vous ont présentés et vous pourrez retrouver en replay, si jamais vous voulez partager ce que vous avez entendu ce matin, vous pourrez également retrouver en replay ce webinaire. On vous invite à suivre la page LinkedIn d'Alizadeh, puisque c'est sur cette page LinkedIn que vous trouvez notamment l'actualité d'Aliza, mais aussi les invitations à ce webinaire. On vous souhaite de bonnes vacances, un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas encore pris leurs vacances, un bel été pour tout le monde, et on se retrouve donc à la rentrée autour d'un sujet qu'Olivier a commencé à présenter autour des déchets connexes, cet angle mort de l'évaluation des risques. On se retrouve à la rentrée, et encore une fois, vous retrouverez la date, le créneau sur la page LinkedIn, et on pourra également vous pousser par email. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, mesdames, messieurs, on vous souhaite une bonne journée. Merci et au revoir. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.